Bonjour à tous, amis de la RH, et bienvenue sur Hacking HR. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui une invitée de choix, Isabelle Mancel, la Global Head of Innovation Learning and Culture du groupe Thales. Alors rappelons les faits quelques instants juste pour poser le décor. Thales, c'est d'abord un acteur majeur du paysage technologique et industriel français, mais son rayonnement dépasse les frontières de notre hexagone. En quelques chiffres, Thales, c'est plus de 85 000 collaborateurs présents sur 7 régions, un peu partout dans le monde. Alors, bonjour Isabelle. Bonjour. J'ai commencé par une question que j'aime beaucoup poser et qui peut parfois déstabiliser un petit peu. Est-ce que tu peux me dire quel était le métier que tu souhaitais faire quand tu étais petite ? Alors, le métier que je souhaitais faire quand j'étais petite, effectivement, question intéressante. J'étais à une époque dans la volonté d'aller vers le commerce. T'avais la fibre business ? Sans doute. Sans doute. Et je l'ai gardé, je pense. Ah, ça m'intéresse parce que mixer business et learning, ça c'est intéressant. Et alors, comment se sont passées tes études ? Est-ce que tu étais dans le profil être au premier rang, à tout noter ? Est-ce que tu étais plutôt dans le profil à papoter près du radiateur ? Alors, ni l'un ni l'autre, au risque de te décevoir, ni l'un ni l'autre. J'étais, on va dire, une élève très moyenne, mais très curieuse. Et donc, j'ai changé d'ailleurs de filière, puisqu'initialement, j'étais dans une filière scientifique, et puis je suis passée dans une filière littéraire, et ensuite, je suis repassée dans une filière économique. Et ça donnait quoi ? T'es partie sur quelle voie en termes d'études ? Qu'est-ce qui te... Donc, à l'époque, j'ai fait une maîtrise à dominante éco. Et ensuite, j'ai pris l'option, et donc c'est là que cette orientation ressources humaines s'est profilée, de m'orienter à l'époque ce qu'on appelait un DESS en ressources humaines et organisation, à la Sorbonne. Excellent. Et est-ce que tu avais été influencée dans tes choix par des rencontres, tes parents ou des professeurs qui t'ont un peu marqué et qui t'ont fait sentir que les ressources humaines, c'était un peu le sujet du moment ? Oui, alors moi je crois beaucoup aux rencontres dans la vie et personnelle et professionnelle. Et c'est vrai que les rencontres sont très très précieuses, en particulier dans un déroulement de carrière entre guillemets. Donc oui, effectivement, à cette époque, j'avais fait une rencontre avec un de mes professeurs qui m'a permis d'aller faire un stage dans une entreprise qui s'appelait Rank Xerox à l'époque. Et qui m'a également permis de rentrer dans un centre d'études qui était spécialisé en qualification et emploi, qui s'appelait le CEREC. Et c'est là que j'ai rencontré la première personne qui a été, on va dire, décisive dans mon orientation de carrière, qui était un chercheur dans ce centre de recherche, emploi et qualification, qui m'a beaucoup inspirée. J'ai trouvé que elle était passionnée par son sujet, elle était innovante et elle avait cette volonté, déjà à l'époque, de montrer qu'on ne se faisait pas enfermer dans un poste. Un poste, c'était pas une boîte verrouillée. Et donc, une de ses approches, c'était de développer ce qu'on appelait l'élasticité à l'époque des compétences dans un emploi. Et donc, j'ai travaillé avec elle, on va dire, quelques années, parce que j'ai eu la volonté aussi de travailler à mi-temps durant mes études, ce qui a été relativement difficile, ce qui a fallu que je négocie à chaque fois avec les universités. Comment t'as fait ? Parce que là, pour le coup, c'est très rare, le côté mi-temps à l'université. Tu voulais en plus bosser à côté ? Oui, parce que j'avais cette volonté de à la fois être dans le monde, parce que j'avais un pied, on va dire, côté recherche, puisqu'en l'occurrence, le centre d'études et d'emploi et de qualification, c'était le monde de la recherche. Mais j'avais vraiment la volonté de conjuguer les études, la recherche et puis le monde de l'entreprise. Et alors, ça m'intéresse parce que tu vois, il y a pas mal de parcours dans le monde du learning qui ont cette teinture un peu recherche. Je pense par exemple à Addison Borge de Carrefour, je pense à David Gestas de Faurecia. Qu'est-ce que ça t'apporte finalement, ce background recherche qui est quand même... Parce que je suis un peu caricaturale, mais pour beaucoup de gens, la recherche, c'est quelque chose de très intellectuel, très élitiste, un peu déconnecté du monde de l'entreprise. Quels sont les apports pour toi ? Alors moi, ce que je trouve intéressant... Premièrement, c'est vrai que la recherche, je te confirme que parfois ça a une image qui peut voilà, les intellos, les fameux intellos. Et donc d'ailleurs, j'ai dû me battre longtemps par rapport à cette étiquette d'intello. Néanmoins, ce que je trouve très intéressant, c'est que dans le monde de la recherche, ça te permet de travailler sur des concepts, des modèles. Et donc, par contre, ce qui est essentiel, c'est justement de coupler ce monde de la recherche avec la réalité d'entreprise.
Et c'est pour ça qu'assez rapidement, j'ai souhaité avoir ce pied à la fois recherche et puis entreprise qui permet d'aller tester des modèles, de donner corps à des théories, d'alimenter des concepts et de faire les allers-retours. Mais moi, je suis persuadée que une pratique dans le monde des ressources humaines et du learning doit s'appuyer impérativement sur des modèles, il faut pas en avoir peur, des modèles, des concepts, des théories, mais par contre, il faut absolument s'assurer des allers-retours et aller régulièrement tester ce qu'on peut imaginer comme concept et comme modèle. C'est très enrichissant. Oui, bien sûr. Et du coup, là, je vois, donc tu cultives cette dimension vraiment très recherche. Et tu fais ça pendant combien de temps, à peu près? Alors, j'ai fait ça, je pense, à partir du DUG à l'époque, jusqu'à l'équivalent du Bac+5. Donc, ça représente 3-4 ans. Ouais, 3-4 ans. Mm-hmm. Et là, ensuite, tu décides de te confronter au monde de l'entreprise et tu es happé par le conseil, c'est ça? C'est un peu il y a toujours un fil conducteur. C'est-à-dire qu'avec cette personne, donc nous avons développé toute une approche de gestion de compétences. Et à l'époque, c'était la pleine époque de ce qu'on appelait la GPEC, qui d'ailleurs revient au bout du jour. Retour de base. Et donc, dans cette pleine période de la GPEC, nous avions développé, c'était elle, mais moi j'étais en appui de cette approche de gestion de compétences élastique qui permettait L'idée, c'était de dire, quand on est dans un poste, dans un emploi, on crée des zones élastiques et dynamiques autour de son emploi qui permettent de favoriser des mobilités ou des évolutions vers d'autres postes. Donc, c'était son approche. Et donc, tout simplement, nous avons fait à l'époque la rencontre avec une chercheuse également du CEA qui avait, chose originale, la volonté de faire une spin-off et de créer une petite start-up pour développer toute une approche autour de la fiabilité humaine, parce qu'elle venait du monde des centrales nucléaires, évidemment, et comment est-ce qu'on pouvait adapter et adopter cette approche de gestion de compétences pour aborder toute cette ergonomie dans le monde des centrales nucléaires. Et à côté, c'était à l'époque assez précurseur, elle avait aussi cette envie de monter un système expert de gestion de ressources humaines basé sur la compétence. Donc, la fameuse intelligence artificielle les fameux algorithmes. Voilà, il y a quelques années. Voilà. Et donc, moi, j'ai trouvé que ce projet de coupler la compétence aux problématiques d'organisation du travail et de fiabilité humaine, notamment dans ce monde des centrales nucléaires, était quelque chose de très intéressant. Donc, j'ai donné le go et nous avons eu à l'époque, ça ne s'appelait pas des startups. Désolée de dire à l'époque tous les 5 minutes, mais donc c'était une toute petite entreprise. Nous étions 5. Donc j'ai trouvé que ce projet était super sympa de se lancer dans cette petite création de boîte. Et je peux dire que le monde de la startup, je connais, puisque je dis souvent qu'à l'époque, nous faisions évidemment notre ménage, nous n'avions pas nécessairement notre salaire à la fin du mois, et c'était une super expérience. Bon, néanmoins, au bout de 2 ans, j'ai eu envie de faire autre chose. Ouais, et c'est là, du coup, tu es arrivée en conseil. Et donc là, alors j'étais déjà dans un rôle de conseil, puisque nous avions des clients avec ces missions de conseil. Et donc, au bout de 2 ans, volonté d'aller vers quelque chose d'un peu plus structuré et puis qui me permettait d'apprendre, parce que là, dans ce contexte-là, c'était de l'apprentissage, mais je n'avais pas j'étais la seule à porter ce sujet. Donc, je n'avais pas de personne qui pouvait, ou de mentor, ou de personne qui pouvait m'aider à stretcher un peu mes compétences. Et ma façon de travailler, surtout. Et donc, de fil en aiguille, une fois encore, toute cette partie gestion de compétences que j'avais acquise et développée au travers de ces expériences de recherche, puis de cette start-up, m'ont permis de rentrer dans une entreprise de conseil qui s'appelait à l'époque CFOP,
et qui était en train de fortement grossir. Et donc spécialisé, nous étions dans l'appel à l'époque des schémas directeurs ressources humaines. Toujours la gestion des compétences et des gestions prévisionnelles des compétences, ainsi que toute la palette de missions de conseil en ressources humaines et projets d'entreprise, puisqu'une fois encore, c'était aussi l'époque des projets d'entreprise, et donc j'ai eu l'occasion de travailler pas mal en accompagnement de comités de direction sur des conceptions de projets d'entreprise. Et qu'est-ce que ça t'apporte, le fait d'être en cabinet de conseil? Parce que tu vois, il y a quelques autres parcours. Je pense à Morgane Vidal, qui était du coup chez Suez et qui maintenant est chez Veolia et qui, pareil, a passé quelques années en cabinet de conseil avant d'intégrer du coup les RH d'un groupe. Qu'est-ce que ça t'apporte, ce côté? C'est quoi? C'est une bonne école? C'est capacité à encaisser des gros horaires? Alors, pour moi, ça a été une expérience extrêmement riche et je trouve qu'elle elle a été essentielle dans la valeur que j'ai pu apporter à l'entreprise. Et ce que j'aime bien dans le monde du conseil, c'est d'une part cette capacité à varier les environnements et donc à s'enrichir des pratiques et des fonctionnements et des cultures de multiples entreprises. Donc ça, je trouve que c'est extrêmement riche parce qu'une fois encore, si on revient à notre idée initiale du concept ou quel que soit d'ailleurs, ça s'appelle un concept, une méthode, une approche, le fait de pouvoir la tester et l'appliquer dans différents environnements, ça la rend beaucoup plus robuste et ça permet de l'enrichir. Donc moi, j'ai trouvé que c'était extrêmement riche parce que voilà, champ d'application extrêmement différent, capacité d'adaptation. Ça, c'est un élément qui a été après fondamental dans le reste de ma carrière, cette capacité à s'adapter très rapidement, à comprendre les contextes, à naviguer dans des contextes qu'on ne connaît pas très, très rapidement. Ça me paraît être un point très important. Et puis, je dirais également un dernier point qui m'échappe. C'est pas grave, j'y reviendrai ensuite parce que ça vient de m'échapper. Et est-ce que du coup, le fait d'avoir bossé en conseil, bossé également en recherche, est-ce que toi, ça influence un peu ta matrice de recrutement pour tes équipes? Est-ce qu'il y a des compétences que tu recherches quand tu castes quelqu'un ou un candidat? Il y a des choses qui te tiquent, qui te marquent, où tu te dis, ah tiens, ça c'est une compétence qui me plaît, ça me rappelle telle expertise que j'ai développée? Alors, je dirais que c'est pas nécessairement ce qui me guide dans mes recherches, dans mes recrutements. C'est pas nécessairement ni la recherche ni le consulting. C'est plutôt un état d'esprit. Et moi, ce que je recherche en particulier, c'est une diversité dans les expériences. Et j'ai toujours, dans toutes les personnes que j'ai recrutées, j'ai toujours favorisé cette diversité, c'est-à-dire plutôt privilégier des profils dits atypiques ou avec des parcours atypiques ou avec des regards atypiques qui permettent d'apporter une richesse supplémentaire à l'équipe. Là, j'ai envie de te dire, c'est très atypique. Parce que là, vraiment, Isabelle, je t'assure, moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent chercher des spécialistes, etc., etc. Et je trouve ça génial de sortir justement un peu des cases et d'accepter d'avoir des collaborateurs qui viennent d'horizons super variés, qui ont bourlingué et qui sont pas forcément tout de suite des spécialistes. Et finalement, là, quand je t'entends, je me dis que tu laisses un peu la part belle finalement à justement développer des compétences ensuite sur le terrain. Mais à la base, ce que tu recherches, c'est d'avoir quelqu'un qui a un mindset, une culture, un état d'esprit, quoi. C'est effectivement ça, et en particulier quelque chose qui a été aussi un fil conducteur dans ma carrière, c'est la créativité et l'innovation, c'est-à-dire le regard neuf sur les choses et le regard croisé. Je crois beaucoup à l'idée que la créativité et la valeur qu'on peut apporter vient du croisement des mondes. C'est une conviction de longue date. Et c'est pour ça que ce n'est pas un vain mot pour moi que de parler de diversité. C'est-à-dire que quand une équipe est composée de personnes qui viennent vraiment, mais d'environnements extrêmement différents, de formations extrêmement différentes, ça crée tout de suite une richesse extraordinaire et donc un regard très différent sur les choses et donc un plus en termes de fonctionnement et d'apport à l'entreprise. Donc, j'ai toujours essayé de favoriser ça, mais au point que j'en suis même arrivée aux limites du système, puisque
Trop d'atypiques. Non, pas trop d'atypiques, mais alors déjà, on a quelques échecs, soyons clairs, parce que l'intégration des atypiques n'est pas une chose très facile, à la fois en tant que manager et à la fois en tant que capacité d'une organisation à accepter et à accueillir des atypiques. Donc, quelques petits challenges de ce côté-là. Et aussi, la limite, elle est que, par exemple, je vais prendre un exemple très concret. Dans le monde du learning, il y a quand même un métier qui s'appelle l'ingénierie pédagogique. Et il est évident qu'à un moment donné, c'est un métier qui s'apprend, qui prend du temps, l'air de rien. On le néglige souvent, mais il prend du temps. Et c'est là qu'on peut arriver aux limites. C'est-à-dire que se former, quand on ne vient pas du métier, se former à l'ingénierie pédagogique, par exemple, prend du temps. D'où le fait que dans mes recrutements récents, j'ai dû réorienter un tout petit peu, parce que j'étais un peu arrivée aux limites du dispositif, mais sachant par contre que j'ai une équipe apprenante extraordinaire, et que j'ai toujours eu des équipes apprenantes parce que voilà, toujours guidée par la curiosité, l'envie d'apprendre, et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, une équipe est efficace. Et bravo, parce qu'on a souvent la tentation, et moi je le vois parfois effectivement, tu vois, de vouloir des équipes qui nous ressemblent. C'est naturel, on a tous envie, tu vois, d'avoir des miroirs, et c'est rassurant de prendre les gens qui ont fait les mêmes études, qui viennent des mêmes environnements, etc. Et c'est vite un gros piège, en fait, en termes de créativité, comme tu disais. Alors, je reviens juste un petit peu à ton parcours, parce que là, je fais une digression en parlant de ton casting, de ton équipe. Du coup, là, tu es en cabinet de conseil, et tu vas être happé par le monde de l'entreprise, si je puis dire. Comment ça se passe? Parce que du coup, je sais que Thalès arrive dans ta vie. Est-ce que tu vas taper à la porte? Est-ce que tu es repéré? Comment se font les choses? Alors, c'est toujours très, très naturel et voilà, tout se passe Transition en douceur. Toujours de manière très, très souple. Donc, cette entreprise s'est beaucoup développée et à un moment donné, elle a eu un petit souci de croissance trop rapide et donc un peu en difficulté à un moment donné. Et donc, à ce moment-là, l'entreprise a été vendue par appartement et je me suis retrouvée dans une situation de me dire, bon, 2 voies possibles. D'ailleurs, j'en ai testé une puis l'autre. Créer sa propre entreprise ou sa propre petite activité de conseil, sachant qu'on avait un parc client qui était non négligeable. Et donc ça, c'était une première option que j'ai tentée, puisqu'on a eu la possibilité sur plusieurs mois de pouvoir tester avec quelques clients qui nous étaient fidèles. Malheureusement, pas été probante parce que difficulté à se vendre soi-même. C'est-à-dire que quand on est derrière une entreprise, un conseil, mais quand on est tout seul et qu'il faut vraiment se vendre soi-même, on a quelques pudeurs, on va dire. C'est pas nécessairement facile. Donc, j'ai arrêté je suis pas allée plus loin et je suis tombée donc sur un de mes clients qui s'appelait à l'époque Thomson CSF et qui maintenant s'appelle Thalès et qui m'a proposé une opportunité. Et là, on est en quelle année à peu près? Alors, nous sommes en fin 97. Fin 97, ok. Donc là, tu as vraiment ensuite bourlingué au sein de Thalès, entre l'Europe, un passage aux États-Unis également, j'ai découvert. Est-ce que du coup, tu peux nous raconter, alors, un flashback, parce que je sais que là, j'essaye de raccourcir un petit peu la durée des épisodes et de tenir à peu près à 45 minutes. Est-ce que tu peux nous dire les quelques points un peu marquants? Mais alors, peut-être juste avant une question, selon toi, quelle est la culture chez Thalès? Parce que du coup, comment est-ce que je sais que là maintenant, tu es imprégné de la culture Thalès, mais est-ce que tu arrives encore à me dire en quelques mots, un peu le regard? Alors c'est une question. Il y a eu de multiples études qui ont été faites sur la culture Thalès. Donc, elle est elle aussi diverse. C'est-à-dire qu'il y a vraiment effectivement une culture corps qui est venu et parti de la France au travers de ce fameux Thomson CSF, etc. Mais avec les acquisitions successives, c'est effectivement une culture qui s'est enrichie et qui a pris différentes formes suivant les pays et puis suivant les entités qui ont fusionné avec Thalès. Mais je dirais que pour moi, Thalès... comment je pourrais le caractériser, en tout cas avec mes mots, parce que je ne vais pas reprendre les définitions officielles, mais avec mes mots,
Je dirais que c'est ce qui aussi fait que je suis restée aussi longtemps chez Thales, c'est qu'il y a un beau mariage entre, on va dire, une entreprise performante et donc qui a vraiment ce goût de l'ingénieur, hein, la culture, la fameuse culture de l'ingénieur, et donc guidée par la technologie, mais aussi tout cet état d'esprit de l'ingénieur qui va aller rechercher la belle ouvrage, etc. Donc ça, il y a cette partie-là avec tout un espace de convivialité et de respect de l'humain. Alors, on va dire que c'est pas non plus complètement un hasard, parce qu'il faut pas oublier que Thales, c'est quand même une entreprise qui, en partie, avec un on a autour de la table l'État, donc actionnaire, ce qui fait qu'on a un mélange que je trouve finalement très intéressant. Très intéressant. Et donc, c'est comme ça que je la caractériserais, cette culture d'entreprise. Donc, on a à la fois, bien évidemment, on a toujours les pressions du marché, on a toujours les exigences de l'actionnaire et du monde financier. D'ailleurs, on est relativement performant, hein, on va dire. Oui, j'ai vu cours de bourse ce matin, ça se tient bien. Ça se passe pas trop mal, mais avec cette culture de l'humain et qui pour moi est une vraie caractéristique par rapport à d'autres entreprises et qui fait qu'il y fait bon vivre et travailler. Ouais. Voilà. Je vois, t'es resté quand même un petit bout de temps là. On sent que tu t'es bien. Quelques années, oui, je dois dire. Et comment est-ce que t'es arrivé du coup dans les grandes mailles jusqu'à du coup la direction du learning, la culture, l'innovation? Comment ça s'est passé? Alors déjà, j'ai une chose que j'ai toujours plaisir à dire, c'est que pour moi, Thales, je dis toujours un formidable terrain de jeu. C'est extraordinaire. On a une diversité, et je suis pas en train de faire de la pub, hein. Je pense réellement, on a une diversité d'activités, on en parlait tout à l'heure, une diversité de pays qui fait que c'est vraiment extraordinaire et une possibilité de mobilité interne qui est aussi très importante. Donc moi, depuis que je suis rentrée, donc fin 97, donc je suis rentrée dans le monde de la formation, puisque c'était à l'époque, ça s'appelait une division qui m'avait proposé de la responsabilité formation et développement de compétences sur le périmètre France. Donc, je suis rentrée par ce biais-là. Et ensuite, tous les 3, 4, max 5 ans, j'ai pu changer de poste. J'ai même pu cumuler des postes, toujours avec cette volonté. C'est toujours été une de mes... J'ai quelques petites obsessions comme ça. Hein. Une de mes petites obsessions, c'est ce couplage entre le monde, on va dire, fonctionnel, conseil, orientation stratégique, méthode, et la réalité de terrain. Et donc, au travers de ce que j'ai fait, j'ai toujours essayé. À une époque, pendant plusieurs années, j'ai réussi à coupler toujours des postes avec ces deux profils-là. Donc, par exemple, responsable des formations ou responsable de la gestion de compétences, mais en même temps, ou RRH, ou voire même à un moment donné, j'ai pu créer un établissement, donc chef d'établissement suite à une acquisition d'une partie d'Alcatel. Donc, c'était vraiment extrêmement différent. Et toujours avoir ces deux pieds. Ça revient à ce qu'on se disait au départ, c'est-à-dire la volonté à la fois d'avoir cet apport par le concept et la stratégie, mais aussi à l'épreuve des faits. Et donc, d'être toujours dans cette volonté du pragmatisme et de s'assurer que ce qu'on dit, on le fait et que ça marche. Et cohérent. Voilà. Et comment tu arrives à ton poste actuel à justement coupler ces deux dimensions? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelle est ta feuille de route aujourd'hui et comment est l'organisation un peu en coulisses? Tu as combien de collaborateurs? Comment vous organisez? Alors, petite équipe. Donc, j'ai une équipe qui a dimension variable suivant les prestataires, mais une équipe d'environ 9 personnes, donc une petite équipe, qui s'intègre dans une organisation qui s'appelle Learning and Culture. Donc, c'est une organisation qui est récente, puisqu'elle a été... cette organisation date de novembre. Donc, suite à l'arrivée d'un nouveau DRH au niveau du groupe, donc Clément de Villepin, la volonté était de réorganiser cette fonction RH. Et donc, en particulier, cette partie learning. Donc, précédemment, moi, j'étais en charge de ce qu'on appelait la Digital Academy,
qui n'était pas rattachée aux ressources humaines, puisqu'elle était au sein de ce que j'appelle la petite start-up interne, la Digital Factory du groupe, et qui avait pour vocation de piloter la transformation digitale de l'entreprise. Et donc, le rôle de la Digital Academy, c'était l'accompagnement au changement et la montée en compétences de tous les salariés du groupe sur les sujets digitaux, à savoir culture, technologie et puis business. Et est-ce qu'elle existe encore, cette Digital Academy ? Non, puisque elle a été fusionnée au bout de environ 3 petites années environ, suite à mon arrivée, puisque je revenais des États-Unis à cette époque. Donc on m'avait proposé cette fonction, puisque j'avais à la fois la partie learning RH, mais également j'avais pu pendant 4 ans développer un incubateur donc hors RH sur les services digitaux pour les clients du transport. Donc j'avais cette double compétence à la fois digital, innovation et puis ressources humaines et learning. Et là, comment s'appelle ton équipe ? Donc l'équipe innovation. Innovation, ok. Et donc, qui est intégré dans la Learning and Culture. Excellent. Voilà. Et du coup, tu disais 9 collaborateurs. Oui. En termes de compétences, tu as voulu t'armer de quel type de profil, quel type de... Avec cette volonté d'essayer toujours d'être dans la diversité, l'équipe couvre... Donc, quand on parle d'innovation dans le Learning and Culture, l'idée, c'est d'apporter aux aspects Learning et Culture des dimensions qu'on sent être nouvelles et qui vont changer les pratiques. Donc, par exemple, on a toute une partie user experience, une partie data, une partie nouvelle façon d'apprendre, donc autour du social learning, par exemple, le monde de l'agile, et puis donc tout ce qui est digital learning. Et donc, dans les profils, donc j'ai une partie qui est une partie digital learning, dont c'est le métier d'origine. Et puis, je peux avoir des profils qui viennent plutôt, on va dire, du monde conseil et on va dire école de commerce, par exemple, ou des personnes qui sont des ingénieurs de formation et qui venaient plus du monde du développement logiciel ou de la partie tech. Excellent. Et alors, du coup, il y a quelque chose qui m'intéresse parce que tu vois, quand je vois la trajectoire, je trouve ça génial. Tu es partie d'une Digital Academy et on sent qu'il y a du, je pense, cartonné. Tu le dis très modestement, mais je pense que ça a dû vraiment bien marcher et qui ensuite, du coup, a été transformé, fusionné. Est-ce que tu as mis en place des quick wins ? Est-ce qu'il y a eu des succès qui ont fait que, du coup, ton équipe a une réputation et que, du coup, ensuite, les choses se sont structurées, industrialisées ? Est-ce que tu as des succès à nous partager ou des retours d'expérience ? Alors, au sein de cette nouvelle organisation ou sur la précédente ? Parce que la nouvelle, elle date de novembre, donc oui, c'est tout récent. Mais bon, oui, on a déjà fait quelque chose. Ce qui m'intéresse, c'est de me dire, est-ce que toi, tu as des retours d'expérience qu'on peut potentiellement répliquer ailleurs ou des choses qui peuvent être intéressantes ? Alors, donc dans cette nouvelle organisation, dans cette nouvelle équipe, effectivement, nous sommes posés, on a fait ce qu'on appelle le fameux team charter. Donc, quelle mission on se donne, comment on veut fonctionner, quelles sont nos valeurs, donc qui s'inscrivent évidemment dans cette super intéressant. Tu l'as fait au sein de ton équipe. Oui, ça c'est top. Parce que tu vois, on le voit parfois au niveau groupe, mais plus rarement au niveau de l'équipe. Moi je le fais systématiquement. Que tu recommandes ? Ah oui. Et ça, tu le fais juste parce que ça peut intéresser justement notre auditeur. Tu le fais en petit comité avec ton équipe et c'est en mode brainstorm. Oui, alors je varie les manières de faire, mais à chaque fois que j'ai eu une équipe, à chaque fois j'ai fait un team charter. Et du coup, tu donnes une mission, des valeurs. Donc, alors la vision, là, on s'est inscrit évidemment parce que suivant mes époques, j'ai eu plus ou moins d'autonomie et comment dire, ça dépend des contextes. Donc, dans certains contextes, je crée la vision. Mais là, en l'occurrence, je m'inscris dans la vision que nous avions travaillé avec l'équipe leadership de Talent and Culture, Learning and Culture, pardon. Donc, la vision a été donnée, on s'inscrivait dedans, mais après, donc, nous travaillons sur donc les missions, la proposition de valeur, j'évite les anglicismes, la proposition de valeur, la gamme de services et d'expertise que nous proposons. Les modes de fonctionnement que nous avons au sein de l'équipe et avec les autres équipes, les valeurs que nous voulons porter, qui s'inscrivent évidemment dans la vision plus globale. Et puis, on a toujours notre petite touche de fun. Comment est-ce qu'on va avoir du fun en équipe ?
Voilà. Et puis, associé à ça, nous avons ce qu'on appelle les OKR, donc Objective Key Result. Comment est-ce que nous allons, sur l'année, matérialiser nos objectifs. Voilà. Ça, c'est une super bonne pratique. Merci pour partager. Je note. Et tu disais, excuse-moi, on revient un peu à tes succès ou des milestones que tu as atteints. Oui, donc sur cette période-là, nous avons... l'idée, c'était de se dire... parce que le positionnement de notre équipe, il est vis-à-vis, dans un premier temps, au service de la communauté Learning et Culture de Thales. Donc, environ 250 personnes dans le monde. C'est d'abord cette cible-là que nous sommes donnés, puisque l'idée, c'est d'aider et de favoriser la transformation de cette culture. Donc, une des premières choses que nous avons définies, c'est comment est-ce qu'on peut développer utiliser au mieux les données pour pouvoir mieux équiper ce que cette équipe Learning et Culture fait, et donc développer et accroître l'efficacité de ce que nous faisons. Donc, ça a été un des premiers axes, donc avec un data analyst et puis le support des équipes des data scientists. Ça a été de développer un dashboard global avec tout plein d'indicateurs. Comme quoi, par exemple? Eh bien, par exemple, on a une des caractéristiques, c'est qu'on a réussi à absorber toutes les données qui étaient extrêmement dispersées jusqu'à présent, ce qui était une gageure, parce qu'il y en avait effectivement un peu partout. Et donc, dans le dashboard, nous avons, par exemple, en ce moment, en train de travailler sur des indicateurs de type marketing digital, donc le churn. L'idée, c'est aussi de faire de la vraie data analyse sur sur ce qu'on a, en repérant les atypies, les patterns, etc., etc. Donc, mais sur ta donnée RH. Alors, on démarre par la donnée RH, donc learning, donc tout ce qui peut venir de plateformes qui produisent de la donnée sur le learning. Donc là, quand tu parles par exemple du churn pour les auditeurs, ça va être typiquement le taux de désinscription. Voilà, par exemple. Okay. Le nombre de fois où une personne revient pour entre guillemets, j'aime pas ce terme, mais consommer du learning. Et puis petit à petit, la volonté, c'est de le croiser avec d'autres données. Donc, de voir, par exemple, est-ce que on arrive à avoir un profil des clusters de learners qui vont être avec des profils différents. Attends, je m'arrête parce que c'est super intéressant. Tu vois, c'est rare d'entendre quelqu'un qui va croiser des datas de son LMS avec, par exemple, les datas de newsletters ou d'autres types d'outils réseaux sociaux. C'est ce que tu fais un petit peu? C'est un des objectifs que nous avons. Alors, une des difficultés, c'est d'obtenir la donnée. Et puis, dans la période où j'étais en charge de la création de cet incubateur, j'avais notamment développé avec l'équipe du data as a service. Donc, c'est un sujet que je connais bien. Et donc, c'est un univers infini. C'est-à-dire qu'on peut te noyer sous la donnée. On peut se noyer, mais on peut aussi trouver des choses extrêmement intéressantes. Le tout étant de croiser les données et de les rendre actionnables. Donc, moi, je crois beaucoup à ça. Et donc, je pense qu'on commence cette aventure et il y a encore beaucoup à faire. Super intéressant. Et l'objectif, c'est au final de dégager des espèces de buyer persona, des personas un peu... Ça va être... Il y a plein de choses. Ça va être peut-être effectivement une des pistes possibles, c'est les fameuses catégories de learners. J'entendais cette semaine ou la semaine dernière dans le congrès la Learning Technology, c'était sûr. On ne peut plus aborder les salariés de l'entreprise comme une entité unique. Il faut qu'on travaille aussi sur ces segmentations parce que la façon d'apprendre va être différente, parce que le type de service et ce qu'on doit leur proposer doit être différent. Par exemple, avec une analyse de données de ce type, on peut réussir à avoir des analyses très pertinentes et qui vont au-delà ou des catégories RH connues de l'entreprise ou des stéréotypes que nous pourrions avoir. Là, quand on t'écoute, on se dit quand même qu'il y a la femme issue du monde de la recherche doit se régaler dans cet univers de data. Oui, mais recherche et puis aussi ce que je disais tout à l'heure, business. C'est-à-dire que pour moi, ce qui est important, c'est
quand on est dans les ressources humaines, c'est toujours cette recherche de l'impact. Et c'est pour ça aussi que dans mes petites marottes, j'ai aussi cette partie focus sur l'utilisateur. Alors, c'est vrai que dans le monde ressources humaines, parler d'utilisateur, c'est pas beau. Je sais que certains de mes collègues ne trouvent pas ce terme beau. Néanmoins, c'est vraiment cette idée de l'utilisateur final et de se dire quand on fait quelque chose, on doit toujours avoir la préoccupation de est-ce que c'est bien utile, est-ce que ça sert bien, qu'en pense l'utilisateur final. Ce qui est super intéressant quand on t'écoute, c'est que tu as un prisme, moi je trouve, qui est très data, très UX, très start-up, finalement. C'est un de mes ancrages. Ouais. Alors, je pourrais vraiment en parler pendant des heures, mais malheureusement, je sais que le temps compte. Je voulais juste revenir ensuite un peu sur un plan un peu plus perso, parce que je sais que du coup, tu as eu une vie qui a été très chargée, tu as bourlingué entre les pays, différents départements, différents types d'expertise. Comment tu fais pour trouver un peu ton équilibre de vie et ne pas être submergé? Parce que tu cohabites en plus avec plusieurs fuseaux horaires, des enjeux un peu partout dans le monde. Comment tu arrives à sortir la tête de l'eau et à t'organiser? Alors bon, déjà, nul n'est parfait, donc j'ai une sale habitude quand même d'être une grosse bosseuse, comme certains le qualifieraient. Donc j'ai effectivement des journées qui peuvent être parfois assez longues. Néanmoins, au fil du temps, je me suis donné cette liberté d'avoir des petits moments où je peux, je dis toujours, m'oxygéner, c'est-à-dire vraiment des moments de respiration, sans me culpabiliser. Donc, par exemple, de se dire, je vais faire un walking meeting pendant 1 heure. Qu'est-ce que c'est un walking meeting? Alors, un walking meeting, c'est... J'enrichis mon vocabulaire le aujourd'hui. walking meeting, c'est l'idée de faire une réunion en se promenant. Et donc, je l'ai... c'est très Silicon Valley, ça, quand oui, même. Franchement, c'est exactement ça. Ça, je suis désolée. C'est quelque chose que j'ai effectivement appris quand j'étais aux États-Unis et que j'ai gardé comme bonne pratique, qui est de... alors, on ne peut pas le faire avec toutes les réunions, évidemment, mais par exemple, les one-on-one en équipe, avec chaque membre de mon équipe, je ne le fais pas systématiquement, mais je peux faire des walking meetings. Et je les incite d'ailleurs... Alors, c'est difficile pour eux d'ailleurs, mais je les incite à en faire de même parce que je trouve que c'est très. D'ailleurs, il y a toute une analyse qui a été faite sur le côté inspirant, créatif des walking meetings, qui d'ailleurs prend sa source chez les philosophes il y a fort longtemps. Et donc, je trouve que ça, c'est une très, très bonne pratique et ça fait beaucoup de bien. C'est peut-être aussi moins formel que se retrouver dans le blanc des yeux dans un bureau. Tu vas te sentir un peu plus détendu. Mais je le fais aussi à distance. Attends, donc tu veux dire que tu te mets en visio ou tu te mets... Non, du coup, tu prends ton... Non, je suis... J'ai besoin de me projeter. Pas avec la visio, non, mais avec le téléphone. Et donc, je me promène et je fais ma réunion en même temps. Très bien. Et est-ce que tu as d'autres bonnes pratiques pour, du coup, déconnecter? Est-ce que déjà, tu arrives à déconnecter? Ah oui. Ok. Tu t'es mis des horaires? Tu touches pas ton téléphone à telle heure? Alors, les horaires... Pas vraiment, mais par exemple, week-end, ça c'est quelque chose qui a évolué au fil du temps, parce que quand j'étais consultante, le week-end, je ne connaissais pas. Ah ouais. Mais au fil du temps, je me suis vraiment disciplinée et le week-end, je ne travaille pas. Ça, c'est quelque chose de très, très strict. Ensuite, j'ai à un moment donné pas mal pratiqué la méditation. C'est vrai que ça, les tout petits moments de méditation, les micro-méditations dans la journée. Et j'avais mon prof de méditation qui m'avait donné une technique qui était très simple. C'était, avant chaque meeting, de se réserver même 10 secondes, simplement 10 secondes, d'une toute petite méditation qu'on peut pas vraiment qualifier de méditation, mais qui est de dire visualise-toi, prends du recul et sors du contexte. Donc vraiment un tout petit moment de micro-méditation qui aide aussi petit à petit à se ressourcer dans la journée. Et on en a tellement besoin dans ces
période dense de télétravail en particulier. Bien sûr, où on enchaîne les meetings à foison, les visioconférences qui s'enfilent. Tout à fait. Et est-ce que tu as du coup deux dernières questions. Un jardin secret que tu cultives? Est-ce que tu as des podcasts, un amour pour le cinéma, la littérature? Qu'est-ce que tu... Alors, plein de choses, parce que je suis de nature, comme beaucoup d'ailleurs, mais je suis de nature très curieuse et curieuse de plein de choses différentes. Donc, par exemple, de mes passions, mais très, très humble, c'est tout ce qui est sur la physique quantique. Je suis une passionnée de physique quantique, mais alors avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humilité. C'est-à-dire que je n'ai pas le background technique et scientifique qui me permet de comprendre tout dans le détail, mais en tout cas, je m'accroche. Donc ça, par exemple, c'est une passion que je cultive. Oui, mais tellement de... Enfin, c'est extraordinaire. Moi, je trouve que c'est envoûtant. C'est complètement envoûtant, la physique quantique. En tout cas, pour le peu que je comprends. Et puis, j'aime beaucoup aussi la littérature, même si, je dois reconnaître, c'était une de mes petites angoisses récentes quand je réfléchissais à comment je fonctionnais. C'est que j'aime beaucoup tout ce qui est littérature, mais je vois que je deviens feignante, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. C'est-à-dire que ce temps passé concentré sur un livre, on a tellement été happé par les articles, par le podcast, que ce temps de concentration durable sur un livre, c'est de moins en moins évident, ce qui d'ailleurs m'inquiète moi-même personnellement, en me disant mince. Mais par exemple, moi, je suis une fan de Murakami, par exemple. Bien sûr. C'est un univers fantastique, philosophique, psychologique, fantastique, poétique que j'adore. Est-ce que tu as un livre préféré que tu... en particulier? Alors, il y en a... Je sais qu'il y en a plein. Je les ai tous lus. Et je trouve que chacun apporte une facette tellement différente que... C'est vrai, on n'est jamais déçu. Je l'adore. Et puis, après, je lis beaucoup de choses j'écoute des podcasts, j'écris, je lis je regarde aussi, je lis pas mal aussi Philonomiste, voilà, donc qui est aussi, j'aime bien ce mélange entre, par exemple, la philosophie et le monde des ressources humaines, enfin tout ce qui peut être au croisé des chemins. Excellent. Merci Isabelle pour cette interview super inspirante. Moi, je retiens 2 phrases qui m'ont marquée. La première, c'est la physique quantique, c'est envoûtant. Parce que je trouve que t'es la seule à me l'avoir dit. Et la deuxième, un peu plus RH, c'est au tout début où tu me disais un poste, ce n'est pas une boîte, on peut en sortir. Merci pour ce super témoignage, plein d'humilité et avec plein de nouveaux concepts avec lesquels je repars. Team Charter, Walking Meeting, micro-méditation, je vais tenter de mettre ça en place. À très vite, amis de la RH.